on est live en ce moment déjà. Ah, d'accord, ok, parfait. So good morning, good afternoon, and good evening. It is a pleasure to welcome you all to our course launching today. And the title is in French. It will be a French course, and the title is Élaboration des politiques entrepreneuriales inclusives et durables. And with this, it is a pleasure for UNITAR to collaborate and co-host this launch event today. And we have a great panel of speakers awaiting us. And without further ado, I would like to welcome the Director of the Enterprise Branch of the Division of Investment of Enterprises and Entrepreneurship at UNCTAD, Mr. Richard Folin. The floor is yours. Thank you very much, Julia, and thanks, colleagues. It's a pleasure on behalf of UNCTAD to welcome you to this launching event for the e-learning course on entrepreneurship policy. I will just make a few brief introductory remarks because I realize, to my embarrassment, I have to do this in English rather than French. So please bear with me. I'll keep it short. UNCTAD has a long history of working on the promotion of entrepreneurship. We have a program for the training of entrepreneurs and micro and small and medium-sized enterprises called Empertech, with a long history and a lot of experience in more than 30 countries. And about a decade ago, we formalized all that experience gained through the work with entrepreneurs and entrepreneurship policymakers into an entrepreneurship policy framework, a guidance for policymakers on how to create a good ecosystem and support system to promote entrepreneurship. That entrepreneurship policy framework has since been used in quite a number of countries to advise on improvements to entrepreneurship policy. We have also produced several spin-offs of this with entrepreneurship policy advice for youth, women, migrants, refugees, and now, of course, also a special focus on sustainability. So we're very pleased now that this is becoming a tool that we can use going forward in working with countries and with policymakers to improve their framework for entrepreneurship promotion. The approach we take in the EPF, the Entrepreneurship Policy Framework, is one of engagement with many stakeholders, and it's by definition a cross-ministry, cross-institutional type policy area. So it needs to involve a lot of people. We cannot all do that by ourselves. So it has been our approach consistently to try to train as many people as possible across ministries and institutions on entrepreneurship policy priorities, so that we can work together when we devise entrepreneurship policy and all entrepreneurship strategies with countries. So that until now, that has always happened in our technical assistance programs through physical training, and this tool that we're launching today, the e-learning course, will help very much to disseminate further, both as part of our technical assistance projects, supporting those projects, and separately allowing policymakers also in countries where we haven't yet started work to access the knowledge of our EPF. So I'm very pleased that we're launching this, already done in English and now in French, and very pleased to see that we have panelists today representing some of the countries where we have been at work, including Senegal, Cameroon, Mali, Algeria, especially in Cameroon, where we have already worked on EPF implementation. So having this available in French, the e-learning course available in French, will help very much in our projects. Of course, the creation, the development of the e-learning course based on our EPF is part of a larger program that is specifically that has been specifically created
in reaction to the post-COVID-19 need to support entrepreneurs and micro enterprises. So we are, the creation of the course is part of that project, and I'm very pleased to have been working with UNITAR to create the course, and the collaboration has been excellent, and it's a great way for us to ensure that our knowledge development gets the best possible dissemination with the experience of UNITAR to develop it into a proper learning methodology. So for me, just to conclude, let me thank also the Organisation Internationale de la Francophonie for the support in creating this French version. And let me conclude here, and I wish you a very successful launching debate. Thank you. Thank you so very much, Mr. Baldwin. And next, we would like to welcome Mrs. Adjara Diouf to the floor. Thank you so very much, Madame Diouf. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour avoir convié l'Organisation internationale de la francophonie, à savoir la CNUSED et l'UNITAR, pour le lancement de ce cours sur l'élaboration de politiques pour un entrepreneuriat inclusif et durable, et en français, s'il vous plaît, pour l'instant. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas la francophonie, ce sont d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. C'est ensuite un dispositif institutionnel voué à promouvoir le français et à mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein de ces 88 pays et gouvernements. La francophonie a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, et enfin développer la coopération économique au service du développement durable. C'est d'ailleurs au sein de cette dernière mission qu'interviennent toutes les actions de la direction de la francophonie économique et numérique, dirigée par M. Henri Monceau. Et surtout, la thématique qui nous réunit ici tous aujourd'hui, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Comme nous le savons tous, le développement de l'entrepreneuriat est aujourd'hui reconnu à l'échelle mondiale comme un levier essentiel permettant de relever les défis d'une croissance économique inclusive et d'un développement durable dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Par exemple, dans la zone OCDE, les petites et moyennes entreprises génèrent plus de 60% de la valeur ajoutée en moyenne et sont à l'origine de plus de 70% de l'emploi total. Dans les pays en développement, la plus grande part des membres de l'OIF font partie, la plus grande part des membres de l'OIF, les PME contribuent en moyenne à 1/3 du PIB et représentent plus de 50% de l'emploi formel. L'entrepreneuriat est donc devenu un axe prioritaire pour l'OIF et au cœur de la stratégie économique pour la francophonie 2020-2025. En effet, l'OIF s'est engagé depuis 2015 aux côtés de ses pays membres et avec l'appui de ses partenaires dans la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans 13 pays, avec entre autres comme résultats principaux, je ne vais pas tous les citer, des structures de soutien à l'entrepreneuriat qui sont appuyées dans ces 13 pays, c'est-à-dire des incubateurs, des structures publiques et privées nationales, plus de 27 000 jeunes et femmes porteurs de projets entrepreneurs qui ont été accompagnés, formés ou sensibilisés à l'entrepreneuriat, des modules de formation développés pour le renforcement de capacités des équipes managériales et opérationnelles des incubateurs dans le cadre d'un partenariat avec le programme Afrique Innovation. Je rappelle que les incubateurs permettent de faire essaimer les entrepreneurs en leur apportant un accompagnement et des conseils.
Pour la mise en œuvre de ce projet dont je vous ai parlé, l'OIF a contribué et a renforcé à l'environnement entrepreneurial par du renforcement des cadres de ministères dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, stratégies et dispositifs en faveur du développement des petites et moyennes entreprises, par de l'appui à des structures nationales dans la mise en place de dispositifs d'outils innovants dans les domaines de la formalisation des entreprises, de l'accès au marché et au financement, et un appui pour l'adaptation de la législation nationale au développement de l'économie digitale et de l'entrepreneuriat dans le numérique pour certains pays. Et partant de ces acquis de ce projet, un nouveau projet a été initié en 2020 qui s'appelle les pionnières de l'entrepreneuriat francophone et qui cible principalement les PME à fort potentiel de croissance et d'impact, qui sont les principales pourvoyeuses d'emploi, de richesse et d'innovation, avec comme ambition de les faire passer à l'échelle. L'accompagnement de cette première cohorte a débuté avec des entreprises qui proviennent de plus de 13 pays et de 4 régions géographiques, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Moyen-Orient et l'Asie. Enfin, pour terminer, un constat partagé unanimement: pour avoir les bénéfices de l'entrepreneuriat durable, pérenne, inclusif et créateur d'emplois, il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour renforcer cet entrepreneuriat dans les pays, élaborer des politiques publiques qui puissent susciter, promouvoir, encadrer cet entrepreneuriat. Cela passe pour moi par tous les échelons de la chaîne de valeur entrepreneuriale, que sont les entrepreneurs, les incubateurs, les financiers et bien évidemment les pouvoirs publics. Sur ce, je vous souhaite plein succès à ce cours et surtout une pleine exploitation des connaissances au profit de l'écosystème entrepreneurial. Madame Diouf, pour votre intervention à la part de l'Organisation internationale de la francophonie. Et suivant, j'ai l'honneur d'inviter mon directeur de la division Peuple et Inclusion sociale de chez Unitaire, M. Alex Mejia, qui sert le modérateur pour notre session aujourd'hui. Bonjour, M. Alex. Thank you very much, dear colleagues, dear participants. Apologies for addressing you in English. But we do have interpretation, simultaneous interpretation. So this is also a reminder. If you need interpretation, you go to the bottom right side of your screen where it says interpretation, and please choose French. So we are going to begin this panel in earnest after the excellent words for inauguration on behalf of the Organisation Internationale de la Francophonie and from our colleagues at UNTAD here in Geneva. So we will hear from 4 speakers from Cameroon, from Senegal, from Mali. And then after the moderation of the panel and some concurrent questions, we will also hear from Ambassador Taous Ferruki, a great friend of the United Nations and of UNITAR out of Algeria. So with that, without further ado, I would like to offer the floor to Monsieur Mathias Mondo, fondateur de DUMAS, président du groupe de Humambed. Monsieur Mondo, bienvenue. Please, the floor is yours. Bonjour, merci beaucoup à tous de m'inviter à prendre part à ce festin que je trouve très intéressant. Alors, j'ai envoyé une présentation là-bas, j'espère qu'on aura l'occasion de la voir, puisque moi-même, je suis dans un endroit où je ne l'ai pas sur moi, puisque j'interviens depuis mon smartphone. Alors, simplement en 2 mots pour vous dire que je suis Mathias Mondo. Je suis donc aussi conseiller technique à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises du Cameroun, qui est donc un partenaire justement de la CNUSED, et avec lequel on a mis en place un certain nombre d'outils. Alors, juste en 2 mots, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises au Cameroun ici couvre 10 régions. Nous sommes présents dans 10 régions et surtout notre travail principal ici est la dissémination justement de cet esprit d'entrepreneuriat. Et ce que nous faisons
globalement, je vais vous faire signe, hein, c'est que avant d'aller plus loin, peut-être vous dire notre compréhension du sujet. Donc ici, pour ce programme qui est un programme très intéressant, alors ce que nous faisons en premier, l'élaboration des politiques, ce que nous voulons faire, quelle est la vision, elle est définie ici, là, pour tous les programmes qu'on fait. Exemple, les programmes que nous avons montés avec la CNUSED, nous avons passé beaucoup de temps à définir la vision. La deuxième chose aussi, toujours là-dedans, je m'excuse ici parce que chez nous, il pleut là-dedans, c'est que on intervient au niveau des ressources qu'on va pouvoir mobiliser. Alors, ces ressources-là nous permettent de toucher à deux choses. Ici, de toucher au type de formation qu'on va avoir ici sur place, parce que depuis quelques temps maintenant, nous sommes aussi passés au virtuel, ce qu'on n'avait pas avant. Maintenant, au niveau de l'inclusion, ce que nous recherchons ici, là, on insiste beaucoup sur l'égalité. Par exemple, tous les programmes en vérité ici, là, ont un volet genre qui est très prononcé, le volet genre. Alors, n'avancez pas beaucoup là au niveau de la présentation PowerPoint. Je vais vous faire signe. S'il vous plaît, si vous pouvez revenir en arrière. Et aussi, on incite aussi beaucoup au niveau équité. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que nos programmes aient ceci de particulier, c'est que le domaine rural soit très présent aussi, ne pas le laisser de côté. Parce que ce que nous recherchons ici, là, c'est d'essayer de rattraper parfois les jeunes qui sont parfois sortis du circuit scolaire et les ramener. Et puis, nous pensons nos formations en termes de cycle de vie. C'est-à-dire que, eh bien, on ne fait pas du one-shot, on s'arrange pour que ces formations-là puissent accompagner, évidemment, les porteurs de projets sur tout le long du cycle de leur vie. Et ensuite, nous impliquons la société dans les formations que nous organisons. C'est-à-dire que ces formations sont faites par des professionnels, mais on va aussi sur le terrain chercher des personnes ici, dans la société, qui viennent apporter des inputs au niveau des formations pour qu'elles soient acceptées. Alors, tout ce que nous faisons ici, c'est former deux types de populations. Évidemment, ceux qui vont créer les entreprises demain, mais on insiste aussi beaucoup sur les intrapreneurs, ces personnes qui seront formées pour être aptes demain. Ce qui veut donc dire que nos formations, il y a un volet production intellectuelle qui est très fort. C'est dans cette mesure que nous nous arrangeons pour avoir produit beaucoup de documents. Donc, en réalité, ce que nous recherchons au niveau de nos formations, c'est de rendre, évidemment, tous ceux qui sont formés, on veut les rendre performants. On insiste beaucoup pour les rendre compétitifs et surtout responsables. Alors, sachant qu'il y a un taux de mortalité très élevé pour les entreprises créées au Cameroun, eh bien, ce qu'on fait aussi, nous insistons beaucoup sur la pérennité des entreprises. C'est dans cette mesure que, évidemment, le volet inclusif et durable nous intéresse beaucoup. Alors, là-dessus, nous mettons en place un système d'information qui est performant pour que les formations continuent, même au-delà des formations en face-to-face. Alors, notre agence particulièrement travaille sur le volet non financier. Donc, nous insistons pour que nous préparons donc toutes les personnes qu'on va former pour qu'elles soient aptes à aller toucher le volet financier. Ça, c'est un élément pour nous qui est très important. On peut aller au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, la méthodologie ici, au niveau méthodologie, elle est relativement simple. La première chose que nous faisons, eh bien, c'est qu'on met d'abord en place, sous le contrôle et les instructions du ministère des petites et moyennes entreprises et puis de l'économie sociale, c'est qu'ici, nous mettons en place un dispositif national de promotion de l'esprit d'entreprise. C'est dans ce cadre, en réalité, qu'on va retrouver, par exemple, le programme Impretech. Nous avons aussi, au Cameroun, un programme ici, un système national intégré d'incubateurs et de pépinières. C'est-à-dire qu'on a des actions coordonnées qui permettent justement d'avoir les pépinières, les incubateurs qui sont orientés sur la politique nationale. Et derrière ceci, et c'est là où c'est beaucoup très important ici, en matière de formation, c'est qu'on a un système d'accompagnement qui est très important. Quelle est l'idée ici derrière qu'on a compris? C'est de faire en sorte que la pérennité des entreprises soit plus forte. Notez que la durée de vie moyenne des entreprises ici à la création, c'est 3 ans. C'est d'allonger ce temps. On va passer au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pour ce faire, pour le slide suivant, nous avons donc des cibles. Les cibles sont identifiées ici. Premier niveau de cible, un niveau
de la formation, au niveau du programme entrepreneurial, ce sont les primo-accédants à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous voyez, on veut orienter les personnes. En général, ici, les jeunes qui sont formés vont souvent aller chercher à rentrer au niveau de devenir des fonctionnaires. On veut les orienter vers l'entrepreneuriat pour en faire des créateurs d'entreprises. Donc ça, ce sont les primo-accédants. Grosse opération de sensibilisation pour les ramener vers l'entrepreneuriat. Ensuite, deuxième niveau maintenant, ce sont tous les porteurs de projets. L'idée qui est ici, là, c'est que l'accompagnement est différent à chaque fois. Donc, les primo-accédants à l'entrepreneuriat ont un accompagnement ciblé. Et puis maintenant, ceux qui portent des projets ont aussi un deuxième niveau d'accompagnement. Derrière ceci, étant donné que nous avons aussi un taux de mortalité qui est élevé, on a un dispositif particulier maintenant pour les PME en activité. Donc, 3 volets, ceux qui ne sont pas, qui sont des primo-accédants à l'entrepreneuriat. Deuxième volet, ceux qui ont déjà des projets. Troisième volet, les PME en activité. Sauf que pour accompagner tout ce monde, on a besoin des organisations professionnelles pour les accompagner. C'est pour cette raison aussi qu'on a un travail amont qui est un travail en fait de renforcement des capacités au niveau des organisations professionnelles. Alors, maintenant, comment fait-on pour que nos formations soient très ciblées? Alors, on va aller au slide suivant pour montrer que nos formations portent sur la chaîne de la valeur, sur le prochain slide. Alors, ce prochain slide ici, là, vous voyez, en fait, on a utilisé l'outil de la chaîne de la valeur. Rappelons simplement que notre travail est d'apporter un appui aux services non financiers. On apporte un appui non financier, c'est-à-dire qu'on prépare donc tous les bénéficiaires de nos formations à aller pouvoir demain lever des fonds. Alors, comment cela est fait? Eh bien, nous sommes partis purement et simplement sur la chaîne de la valeur d'une organisation. Partant de la direction générale, de l'administratif, de tout ce qui est audit et qualité, système d'information, communication. Et alors, à côté de ça, on est allé voir toutes les fonctions principales, marketing, logistique et autres. Du coup, dans chaque cas ici, on a créé un programme spécifique. Ça veut dire que pour tout ce qui est direction générale, eh bien, nous avons un programme particulier qui est un programme de diagnostic et restructuration des PME manufacturières. Eh bien, ceci permet de renforcer les compétences en matière de direction générale. Si nous regardons maintenant au niveau administratif et financier, nous avons monté un dispositif particulier qui est une plateforme de financement des PME. L'idée ici, là, c'est de faire que le gap entre les demandeurs de capitaux et les offreurs de capitaux, eh bien, qu'on arrive à les faire parler. Notons simplement que le taux de bancarisation étant très faible, par exemple au Cameroun, eh bien, il y a des porteurs de projets qui n'ont jamais vu, par exemple, un banquier. L'idée ici de ce volet, c'est de faire que ces personnes se rencontrent. Maintenant, on utilise aussi pas mal de partenaires, c'est-à-dire que tout ce qui est audit et qualité, par exemple, on a monté un dispositif ici, Kaizen, 5S, pour améliorer la qualité et la productivité. Vous voyez ici? Alors, si on descend à un niveau plus bas, c'est qu'en matière de système d'information, eh bien, étant donné que les PME ne sont pas toujours capables d'être dotés de systèmes d'information qui sont relativement coûteux, un observatoire de PME a été mis en place et avec aussi un outil de modélisation des PME par les TIC. L'idée ici, c'est que, eh bien, on ne se contente pas de former, mais cette formation, c'est un accompagnement dans le long terme. Alors, on a aussi travaillé sur un volet de la communication parce que nos PME n'ont pas toujours les moyens de couvrir tout le volet communication. Donc, on a monté ici un dispositif d'appui aux services non financiers qui permet de faire deux choses. C'est-à-dire que non seulement on les forme, eh bien, pour certains services, on a mis en place un système de tiers payants auxquels elles sont formées pour leur permettre aussi d'acquérir certaines compétences en matière de marketing, par exemple, en matière de logistique, en matière de packaging, par exemple. Maintenant, pour que ces PME, par exemple, ou bien ces porteurs de projets, on les fait avancer d'un coup, on a mis en place un programme, un fonds de prototypage qui est donc parrainé par le chef de l'État, qui a le rôle suivant, c'est de faire en sorte que les porteurs de projets à haut potentiel soient appuyés directement par l'État et le gouvernement pour mettre en musique leurs projets. Maintenant, on a aussi au niveau commercial,
On a travaillé sur la partie présentation de l'offre. On a un programme Campac. De quoi s'agit-il? C'est de faire en sorte que le packaging ici atteigne les normes internationales. Vous voyez? Et tout ceci est mis en musique aussi avec des partenaires. Avec l'AFD, par exemple, nous avons un programme de transformation agricole ici qui permet en réalité d'appuyer aussi financièrement tous ces porteurs de projets. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous montrer cette chaîne de la valeur? C'était pour vous montrer que, eh bien, oui, nous apportons des formations ici, mais surtout on apporte des formations en réponse ici aux instructions du ministère, donc en réponse aussi aux institutions de l'État. Alors, maintenant, je vais vous donner quelques exemples pour ne pas monopoliser la parole. Nous avons par exemple un programme ici, le programme de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune. Dans ce programme ici, on forme à peu près 10 000 jeunes partout dans les universités. L'idée de ce programme est de faire éclore, de faire émerger des vocations. Voilà ce que nous recherchons. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des projets et qui ne savent pas que ces projets peuvent avoir de la valeur. Un autre exemple suivant ici, c'est un programme, le Fonds d'appui au prototypage ici. Nous finançons en fait la montée en compétences ici et la réalisation des prototypes pour des porteurs de projets. Eh bien, ceci est fait sous forme de concours. Eh bien, avec un accompagnement. Un dispositif de modernisation des PME. Notez que parfois, il y a des porteurs de projets qui ne savent pas encore utiliser un ordinateur. Eh bien, non seulement on leur permet de l'utiliser, mais on leur permet aussi d'avoir des outils de gestion, par exemple, ici, des mini-ERP. Donc, c'est un dispositif d'infiltration de la digitalisation. Alors, tout ceci pour aboutir au centre de formalité. Donc, on va aller aux 2 stades plus loin, au centre de formalité ici de création d'entreprise. Les slides plus loin, qu'est-ce que c'est? Donc, on a parlé du fonds de prototypage, c'est bon. Maintenant, on va aller au centre de formalité de création d'entreprise. Le prochain slide, qu'est-ce que c'est? On a aussi parlé de la modernisation, c'est très bien. Maintenant, je veux qu'on parle maintenant du centre de formalité de création d'entreprise. Quelle est l'idée qu'il y a derrière? C'est qu'à partir du moment où les personnes ont été formées, eh bien, on les pousse jusqu'à la création de l'entreprise. Alors, on a mis en place un dispositif demandé par le gouvernement qui fonctionne dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, qui permet dorénavant de créer une entreprise, vous voyez, en 72 heures, ce qui ne se faisait pas avant. Avec un guichet unique, des incitations aux investissements aussi. Alors, vous voyez, c'est un dispositif qui est mis en place. Donc, c'est un système intégré de formation qu'on a ici. On va aller plus loin. Et c'est ça qui nous permet donc ici d'avoir ce volet ici, qui est le volet de l'inclusion. Alors, je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour laisser plutôt la place aux questions s'il y en a. Voilà, en vous disant simplement le plaisir que nous avons eu à participer et que, eh bien, cette initiative, elle est importante ici parce qu'il y a 2 mots forts qui sont importants pour nous, qui est le mot inclusion et puis le mot durabilité. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Thanks to you, Mr. Mondo. Very comprehensive and very well put. We will go back to you with some questions after we finish the panel and we hear from Ambassador Ferrucchi. But now, without further ado, thank you. I would like to introduce our next speaker, Madame Miriam Menanga, conseillère technique administrée chargée des PME, coordinatrice du programme Empretec in Cameroon. Yes, indeed. Yes, indeed. Madame Menanga, welcome. The floor is yours. Thank you. Et désolée en fait pour le retard accusé à vous rejoindre. J'ai eu des soucis de dernière minute de connexion. Heureusement, cela a été très vite rattrapé par notre cellule informatique. Donc c'est pour dire que d'entrée de jeu, je n'ai pas suivi en fait le discours et je n'ai pas suivi quel est le format qui a été arrêté, combien de minutes je devais prendre pour communiquer sur ce que j'ai préparé au regard du mandat qui m'a été donné. Mais qu'à cela ne tienne, étant entendu que vous me passez déjà la parole, je vais me prêter au jeu et d'entrée de jeu, au nom de Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l'Économie sociale et de l'artisanat du Cameroun, son Excellence Achille Bachelet III, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises
vous remercie pour l'opportunité que vous lui donnez de pouvoir partager avec l'ensemble des participants tout ce qu'elle a pu faire dans le cadre de l'élaboration des politiques entrepreneuriales au niveau du ministère. Évidemment, nous ne sommes pas penchés sur l'ensemble des politiques, mais on s'est penché plus spécifiquement sur ce document de politique, cette réforme sur la politique entrepreneuriale, puisqu'on savait déjà que la PME, qui est notre agence d'exécution, allait davantage se donner un peu plus de détails sur toutes les initiatives entrepreneuriales qu'elle développe en France. Nous, on s'est penché tout simplement à partager avec vous l'élaboration du document de politique sur l'entrepreneuriat. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là au niveau du Cameroun? Il faut dire que beaucoup, comme l'a souligné M. Mondo dans sa présentation que j'ai pris en cours, malheureusement vers la fin, beaucoup d'initiatives entrepreneuriales sont menées au niveau du Cameroun et évidemment par beaucoup de départements ministériels qui ont compétence plus ou moins sur l'entrepreneuriat, sur les activités entrepreneuriales, mais il n'y avait pas une certaine coordination dans le cadre de la mise en musique, la mise en synergie de toutes ces initiatives entrepreneuriales. Et évidemment, conscient du fait que l'entrepreneuriat est l'un des leviers de développement et de promotion de notre économie, le gouvernement, sous l'égide du Premier ministre et avec l'appui des partenaires au développement, notamment la CNICED et l'Organisation internationale de la francophonie, ont appuyé les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre, dans l'élaboration du document de stratégie nationale de l'entrepreneuriat au Cameroun. Et évidemment, ce document part des insuffisances, comme je l'ai dit, qu'on a constaté au niveau de l'écosystème, puisqu'il n'y avait pas un dispositif stratégique permettant de faire une évaluation objective de toutes les initiatives qui étaient entreprises. Et évidemment aussi, on s'est dit comment est-ce qu'on allait procéder pour le faire. Nous nous sommes basés sur le cadre directeur d'élaboration des politiques entrepreneuriales définies par la CNICED, évidemment également sur le guide de planification stratégique au niveau du Cameroun. On a mis ces deux outils, on a choisi ces deux outils et c'est sur cette base-là que nous avons procédé au processus de formulation de la stratégie nationale de l'entrepreneur au Cameroun, qui est en ce jour passé avec la SND 30, notre nouvelle boussole sur le plan économique, la stratégie nationale de développement. Cette stratégie est passée de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat au Cameroun au plan national de développement de l'entrepreneuriat au Cameroun. Quelles sont les différentes étapes qui ont ponctué ce processus de formulation du PANADEC? Nous avons eu des ateliers multi-acteurs avec tous les parties prenantes de l'écosystème depuis le processus qui a été lancé en 2017. Et évidemment, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu ces ateliers? C'était pour faire du brainstorming et identifier tout ce qu'il y avait comme faiblesse, comme opportunité, comme menace au niveau du développement de l'entrepreneuriat. Tout ceci nous a permis évidemment d'aller voir de l'autre côté à travers un voyage benchmarking qui a été organisé dans l'espace francophone et auprès d'un pays qui avait déjà fait ses preuves en matière de promotion entrepreneuriale, pays africains, notamment le Rwanda. Au retour de cette mission de benchmarking, il y a eu ce qu'on a appelé une enquête de terrain pour faire l'état de lieu exact du diagnostic de l'entrepreneuriat au Cameroun. Qu'est-ce qui fait les forces? Qu'est-ce qui fait la force de l'entrepreneuriat? Quelles sont ses faiblesses et sur quel levier est-ce qu'il faut activer pour davantage améliorer les forces et puis réduire les faiblesses et les menaces qui impacteraient négativement sur la promotion de cet entrepreneuriat. Au sortir des résultats de ce rapport d'enquête, nous avons mis en place, toujours sous l'égide avec l'assistance de la CNICED, nous avons procédé à la rédaction du document des choix stratégiques sur l'entrepreneuriat, choix stratégiques qui faisaient l'objet en fait de tous ces outputs que nous avons ramenés, des voyages benchmarking, des ateliers multi-acteurs et puis des enquêtes sur le terrain. Ces outputs
nous ayant permis de rédiger les choix stratégiques, nous allons procéder par la suite à la rédaction du plan d'action prioritaire, qui aboutit in fine à la rédaction des travaux de synthèse et qui ont abouti évidemment à la formulation de ce document de stratégie. Le document de stratégie ayant été adopté techniquement en 2019, il est passé, comme je vous l'ai dit tantôt, en 2020 à la faveur de la validation de notre nouveau boussole, notre nouveau plan de développement à SND30. Cet arrimage de la DSNEC à la SND30 a abouti donc au plan national de développement de l'entrepreneuriat au Cameroun. Le plan national de développement de l'entrepreneuriat au Cameroun qui a reçu la validation technique et qui attend maintenant, bien évidemment, qu'on puisse procéder à la validation officielle de ce document. Et bien évidemment, il est question, après le rappel de la formulation, de voir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette... pourquoi le PANADEC en fait? Comment est-ce que nous entendons mettre en œuvre ce PANADEC? Mettre en œuvre ce PANADEC, c'est pour transformer en fait l'économie du Cameroun en une économie durable et socialement bénéfique pour l'expansion d'entreprises innovantes, en mettant en action tous les piliers que nous avons identifiés, piliers notamment sur l'amélioration du cadre réglementaire, piliers sur le développement des technologies et de l'innovation, piliers évidemment sur le développement des compétences entrepreneuriales, la mise en réseau des acteurs, qu'on avait constaté que c'était évidemment des facteurs qui militaient en défaveur de l'éclosion de notre écosystème entrepreneurial. Il est donc question, dans le cadre de ce document, la mission, c'est de développer le cadre d'appui pour atteindre l'excellence de l'entrepreneuriat en mobilisant le capital humain, en particulier, bien évidemment, les jeunes et les femmes camerounaises pour l'essor de nouvelles idées commerciales dans le domaine de l'énergie durable, l'économie sociale, de la transformation des richesses naturelles du pays. Garantir un climat de confiance et assurer l'accès au financement et une meilleure prédictibilité de la rentabilité des activités entrepreneuriales innovantes dans tout le pays. Faciliter l'intégration des PME dans le secteur formel en créant des conditions favorables et avantageuses pour la croissance économique. Évidemment, quelles sont les prochaines étapes une fois que l'on a on a fixé ce cap? Les prochaines étapes après la validation technique de ce document, il est question bien évidemment que les pouvoirs publics puissent officialiser le document pour que par la suite nous puissions procéder à la sensibilisation, formation, appropriation du document auprès de toutes les parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial camerounais pour que davantage, bien évidemment, toutes les actions concertées contenues dans ce document de stratégie, dans ce plan national de développement de l'entrepreneuriat, puissent être faites de manière en synergie d'action avec toutes les parties prenantes telles que le gouvernement ambitionne de faire et pour permettre qu'on ait un véritable impact socio-économique sur l'entrepreneuriat au Cameroun. Il est question évidemment, compte tenu de l'importance des activités, des actions contenues et des axes contenus dans ce plan d'action prioritaire, de solliciter auprès des partenaires au développement, évidemment, des appuis pour permettre la mise en œuvre efficace et efficiente de ce document et permettre ainsi l'atteinte des objectifs de développement durable que le Cameroun s'est fixé à travers non seulement l'amélioration des conditions de vie de la population, mais également et surtout la création d'emplois décents et auprès des jeunes et des femmes qui, au regard de l'importance de l'ingéniosité, et au regard du fait également que l'emploi salarié au niveau de la fonction publique ne leur ouvre plus les portes, il est dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national de développement de l'entrepreneuriat de donner à ces jeunes les outils nécessaires pour leur permettre, bien évidemment, de pouvoir atteindre leurs rêves, être des créateurs d'emplois et des créateurs de richesses. Voilà en fait l'objectif pour lequel le Cameroun se déploie à mettre en œuvre ce plan national de développement de l'entrepreneuriat. Je vais m'arrêter là en attendant bien évidemment d'évaluer cette question. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Thank you very much, Madame Benanga. Quite a unique path. We will be, of course, commenting on it as soon as we are
at the end of the panel. Now, let me introduce our next speaker, Mr. Madani Komare. Mr. Komare is the président du Réseau africain d'économie sociale et solidaire et du Réseau national d'appui de la promotion de l'économie sociale et solidaire in Mali, in the country of Mali. So it's a pleasure to have you with us, Mr. Komare. The floor is yours. Welcome. Oui. Bonjour, madame. Bonjour à tous les panélistes. Je voudrais, est-ce que j'ai la main pour passer quelques slides? Non? Bonjour, merci pour l'invitation et pour l'initiative. Madani Komare, vous l'avez dit, moi je suis plutôt de la sphère associative, réseau d'économie sociale et solidaire. Donc, toutes les questions d'entrepreneuriat et de politique publique dans ce secteur-là nous concernent. D'ailleurs, nous sommes très généralement des acteurs qui suscitent et encouragent et accompagnent ces dynamiques-là. Donc, c'est à ce titre que je vais me permettre de changer avec vous sur certaines dispositions. Je peux partager un slide, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, d'accord. C'est bon, vous recevez? Parfait. Est-ce que vous recevez? Oui. D'accord. Je voudrais juste saluer également, si vous permettez, ma collègue et partenaire aussi de l'OIF, avec qui on a beaucoup travaillé sur cette question d'économie sociale et solidaire et d'entrepreneuriat. Donc, je voudrais faire d'abord un clin d'œil à la dynamique africaine. Vous savez, en Afrique, les entreprises ou l'entrepreneuriat, c'est considéré plutôt comme de l'auto-emploi, et au-delà du business, c'est aussi des aspects des comportements sociaux, d'entraide et de solidarité articulés aux cultures selon le pays. Je dis bien selon le pays parce que l'Afrique est très diverse. Donc, dans cette perspective psychologique et culturelle, on va dire, on met l'accent sur les fonctions et les actions des entrepreneurs tout en soulignant leur capacité de créativité et d'innovation. C'est ainsi qu'il existe des projets, des stratégies et des politiques qui visent à promouvoir l'entrepreneuriat et qui doivent intégrer nécessairement ces aspects et ces valeurs pour être à la fois inclusifs, mais aussi performantes dans leurs objectifs stratégiques qui ne sont autres que la création de richesses et d'emplois pour un développement économique et social inclusif et durable. Conformément aux objectifs stratégiques numéro 8 qui stipule qu'il faut promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Mais aussi à l'ODD 9 qui prévoit de mettre en place, une infrastructure et résilience et de promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous. Tout cela ne peut se faire en dehors de l'entrepreneuriat dynamique et des PME qui conviennent avec. C'est pourquoi nous parlons aussi de l'entrepreneuriat comme outil et des PME comme outil de développement, de mise en place et d'implémentation, on va dire, des politiques publiques en la matière. Alors, donc, les États conscients de la place et du rôle des PME, dont l'initiative de création est majoritairement portée par les jeunes, tous les pays africains disposent de politiques et structures publiques dédiées à la promotion de l'entrepreneuriat et des jeunes. Mes prédécesseurs en ont parlé. Au Mali, par exemple, dans le cadre de sa politique de développement économique et social, le gouvernement du Mali a érigé au rang de valeur nationale la promotion de l'initiative privée et le développement participatif. Donc là, on parle déjà de l'inclusion et de la durabilité. C'est ce qui explique le souci constant des autorités du Mali de trouver les voies et moyens pour concrétiser le potentiel et de manière à promouvoir un secteur de la PME fort et organisé pour le développement d'un entrepreneuriat national compétitif. Il y a juste une année, il existait un ministère plein pour le développement de l'entrepreneuriat national.
À ce titre, on va dire encore que la petite moyenne entreprise a été identifiée comme l'un des leviers essentiels, en ce sens que les effets d'entraînement sur le reste de l'économie en termes de création d'emplois, de diversification de la production, d'utilisation des ressources productives locales demeurent réelles. Et c'est à partir de là justement que notre réseau a encouragé au Mali l'adoption d'une politique nationale d'économie sociale et solidaire. Je pourrais vous le partager au besoin. Donc, ce choix réside à la fois dans la grande capacité des PME, la flexibilité aussi, mais leur faculté de résilience au choc et aussi dans le potentiel de rentabilité au niveau des branches d'activité prédominantes dans notre pays, comme les filières de matières primaires et agricoles. Le Mali a donc construit son tissu économique sur les secteurs primaires, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, en mettant l'accent sur les PME et les PMI. Donc, cela justifie la création, par exemple, dans tous les pays, dans tous les gouvernements du Mali, depuis plus de 2 décennies, des départements en charge des PME et de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'économie solidaire, avec des directions nationales comme c'est le cas pour les PME. Il existe une direction nationale pour la promotion des PME. En effet, au regard du poids des PME dans le tissu économique malien, les gouvernements ont décidé de prendre des mesures en vue de favoriser leur accès au financement bancaire dans la perspective d'accroître leur contribution au produit intérieur brut et à la création d'emplois. Dans la mise en œuvre de cette stratégie, le développement de la PME est devenu une priorité, avec notamment l'existence de divers projets et programmes. Cependant, il faut signaler que l'accès au crédit bancaire classique n'est pas à la portée des PME. J'y reviendrai. Les objectifs de cette direction nationale de promotion des PME-PMI visent, entre autres, à rendre le climat des affaires plus favorable au développement des entreprises, des PME en particulier, à travers l'amélioration de leur compétitivité, leur accès au financement et la protection de leurs intérêts. Ce travail de la direction nationale des PME se décline en 4 composantes que je ne vais pas développer, mais il s'agit entre autres de l'amélioration du climat des affaires, du renforcement des capacités des PME, de l'amélioration de l'accès des PME au financement et, en dernier lieu, la promotion et la défense de leurs intérêts. Donc, au regard de tous ces enjeux, les partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale et certaines coopérations bilatérales appuient le gouvernement malien dans la mise en place de règles et principes consensuels permettant aux PME de jouer pleinement leur rôle. Elles-mêmes, en matière de financement, il est envisagé d'adopter une charte des PME, des politiques concernant les startups et des incubateurs et de procéder à la mise en œuvre d'une démarche novatrice avec des systèmes classiques d'accès au crédit bancaire. On parle beaucoup de crédit bancaire, on parle beaucoup de financement pour les PME parce que justement, il n'y a aucun développement possible de ces PME sans accès aux ressources appropriées. Il faut aussi une implication de plus en plus importante du secteur de la microfinance au-delà des banques. Nous travaillons beaucoup à développer la finance inclusive. Je pense qu'autour de la table, tout le monde sait de quoi je parle. Concernant ce volet de financement, par exemple, au Mali, une place de choix est donnée également aux intermédiaires que sont les institutions de microfinance. Actuellement, il y a beaucoup de partenaires qui interviennent pour refinancer ce secteur-là. Moi-même, modestement, je dirige depuis plus de 2 ans maintenant un mécanisme de refinancement des institutions de microfinance pour qu'elles puissent mettre en place des produits financiers et non financiers adaptés aux besoins de l'entrepreneur national, mais aussi de l'ensemble des catégories de PME en milieu rural comme en milieu urbain. Donc, j'ai déjà parlé de cela. Et malgré tous ces efforts combinés, il faut signaler qu'il y a des difficultés dans la création de PME, il y a des difficultés dans leur développement, il y a des difficultés dans leur accès au marché. Et dans tous les pays, mes prédécesseurs ont parlé de cela aussi, on ne peut pas parler de pérennité de l'entrepreneuriat des PME sans accès également à des marchés rémunérateurs. Comment accéder au marché? C'est les politiques publiques aussi
volontaristes qui peuvent mettre en place des normes favorables à ces PME-PMI, leur permettant non seulement de sauter les barrières d'accès à ces marchés, mais également de rendre des services de qualité aux clients. Voilà donc, entre autres difficultés citées ici, il y a les besoins de diversification, il y a des besoins de développer de nouveaux créneaux, il y a des besoins de digitalisation, et ça, vous le savez, ça devient plus que jamais impératif pour tous les PME. Et il y a également des besoins de rentabilité, toutes choses qui ne peuvent pas se faire en dehors des politiques publiques et qui peuvent mettre en place des systèmes d'accompagnement, des systèmes de formation, des systèmes d'accès, un cadre fiscal et législatif favorable. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a des défis pour résoudre les problèmes de développement de l'entrepreneuriat, pour rendre l'entrepreneuriat durable et pour rendre toutes les dynamiques inclusives. Donc, il faut d'abord améliorer le cadre législatif et fiscal. Il faut développer des services non financiers pour le renforcement des capacités en entrepreneuriat, pour le renforcement du management d'entreprise et pour les professionnalisations, mais aussi l'accompagnement à la fois en coaching dans les phases de démarrage et de croissance. Il faut également développer des services et produits financiers inclusifs en réduisant, par exemple, les exigences de garantie ou en mettant en place des capitaux à long terme ou un système de capital risque favorable pour les fonds d'amorçage et pour le développement, on va dire, des incubateurs. Voilà, en gros, ce que je voulais partager avec vous. Excusez-moi, je veux faire assez vite. Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai une contrainte sociale qui m'oblige à être absent dans les 20 minutes qui suivent. Merci beaucoup. Thanks to you, Mr. Diop. Very unique presentation, very practical and specific. We will go back in a minute. Now, we have now the introduction of this e-learning course by Ambassador Taous Ferruki. If I may introduce her correctly, she was the ambassador of Algeria to the United Nations and also a member of the board of UNITAR. And currently Ambassador Ferruki very graciously out of Algeria still help us to steer the Division for People and Social Inclusion at UNITAR. So without further ado, I would like to invite Ambassador Ferruki to take the floor. Excellency, welcome. Many thanks. Merci beaucoup. Distingués participants, mesdames, messieurs, bonjour. J'ai réellement un honneur et un plaisir de présenter la version française du cours d'apprentissage en ligne intitulé « Élaboration de politiques entrepreneuriales inclusives et durables ». Cet outil est le résultat d'un effort conjoint de la CNUSED et de l'UNITAR. Il vise à renforcer les capacités requises par les décideurs des pays dans les pays développés et dans les pays en développement pour relever les défis de la promotion de l'entrepreneuriat durable, favoriser le développement socio-économique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Pour rappel, le lancement de la version originale en anglais de ce cours a eu lieu le 12 juillet dernier. Lors de cette première édition, plus de 200 participants de toutes les régions du monde ont reçu des certificats de participation et d'achèvement. Différents profils nous avaient rejoints, notamment des représentants d'État, du secteur privé et du monde universitaire. Les réactions reçues sont positives et encourageantes. C'est la raison pour laquelle les agences des Nations Unies concernées, sous la direction de la CNUSED, ont à nouveau uni leurs efforts pour préparer la version française de ce cours d'apprentissage en ligne afin de le rendre encore plus inclusif qu'auparavant. Ainsi, les 5 modules de cet outil sont basés sur les avantages de la promotion de l'entrepreneuriat,
visant à favoriser des sociétés plus inclusives et cohésives en liaison avec le développement durable et la croissance économique, tenant compte des objectifs suivants. 1. Reconnaître les avantages de la promotion de l'entrepreneuriat et son impact sur le développement durable. Identifier les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs. Ceci était le deuxième objectif. Troisième objectif, cibler les objectifs et les options politiques pertinentes. Quatrième objectif, comprendre les mesures nécessaires pour soutenir l'entrepreneuriat. Quatrième objectif, apprendre comment développer un plan d'action, suivre sa mise en œuvre et mesurer son impact. Cinquième et dernier objectif, intégrer les meilleures pratiques des politiques, programmes et initiatives en matière de promotion de l'entrepreneuriat au niveau national, régional et mondial. Le cours est basé sur les solides principes pédagogiques de l'UNITAR pour l'apprentissage des adultes. Chaque module comprend des lectures supplémentaires et des activités d'évaluation. Celles-ci sont réparties de façon à ce que les objectifs d'apprentissage soient atteints de manière flexible. L'outil que nous présentons aujourd'hui fournit les orientations nécessaires à la formulation d'une gestion efficace, proportionnée et constructive pour les défis complexes qui se posent depuis de nombreuses années au niveau mondial. Il a également pour but, d'une part, d'aider les décideurs des pays en développement à concevoir des initiatives, prendre des mesures et mettre en place des institutions pour promouvoir l'entrepreneuriat durable. Et d'autre part, à identifier les objectifs et les options politiques sous forme d'actions recommandées, étayées de listes de contrôle, d'études de cas et de bonnes pratiques. Dans sa résolution 73-225 sur le développement durable, l'Assemblée générale a reconnu l'importante contribution du partenariat pour aider à relever les défis sociaux et environnementaux dans le contexte de l'agenda 2030, par la création d'emplois, la stimulation de la croissance économique et l'innovation, ainsi que l'amélioration des conditions sociales. La résolution souligne la nécessité d'une approche globale et holistique de l'entrepreneuriat basée sur des politiques et des stratégies intersectorielles à long terme. Cette résolution demeure un guide important pour des mesures de caractère politique et de redressement en vue de faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus COVID-19 sur le développement de l'entrepreneuriat et celui des micro, petites et moyennes entreprises. En effet, la pandémie mondiale de la COVID-19 a placé les entrepreneurs, leurs entreprises et les sociétés face à des défis sans précédent. Ainsi, le nombre de 1,2 milliard de jeunes au chômage dans le monde est bien plus élevé que celui des adultes. De plus, la COVID a assombri leurs perspectives d'emploi. Selon des estimations d'avant la pandémie, il faudrait créer 600 millions d'emplois au cours des 15 prochaines années pour répondre aux besoins des jeunes. Oui, il y a des défis à relever, mais il y a aussi des opportunités dont les entrepreneurs peuvent tirer parti pour créer des emplois et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'économie. Nous sommes convaincus que le développement de cet outil servira de référence pour travailler ensemble sur des initiatives communes de renforcement des capacités. Nous réitérons notre invitation à vous inscrire à la première édition de ce cours en langue française, disponible dès aujourd'hui sur le site officiel de l'UNITAR. À cet égard, je tiens à féliciter les organisateurs, en particulier nos collègues de la CNUSED, et à adresser mes meilleurs vœux à tous les participants. En conclusion, je voudrais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui, persuadés que les interventions, les discussions et les présentations seront l'occasion d'une expérience très instructive. Je vous souhaite de très fructueuses délibérations. Merci beaucoup.
Thank you, Excellency. Always a pleasure to have you with us and to count on your support. This is quite a unique e-learning course and quite a unique effort by 2 UN agencies and several national governments. So I sincerely appreciate that you have honored us with your presence. But before we close and before you go, Ambassador Faruqi, allow us to go back with some questions that we have for the speakers. And at the very end, I'll ask you, Ambassador Faruqi, just to give us some final words in English to close this event. So the first question is for Mr. Mondo. If I may go back to you, Mr. Mondo, I hope you are listening to us. I'm going to talk about youth because we have received some questions and we also listen to what you say. The question is the following. You mentioned inclusion and stability. Can you tell us how the youth of Cameroon are engaging with these efforts in the COVID era during this difficult time? Mr. Mondo, please. Alors, merci beaucoup pour cette question, qui est une question en réalité de stratégie d'entreprise. Alors, il faut savoir qu'au niveau des jeunes, le gouvernement il y a un ministère en charge de la jeunesse qui a déjà un programme spécifique pour les jeunes qui permet, à partir d'une carte biométrique, d'enrôler déjà les jeunes, d'avoir contact avec eux, d'avoir une prise avec eux. Ça, c'est au niveau de réarmement des jeunes. Maintenant, le ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat donne des moyens donc, à l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises pour que cette agence-là puisse agir directement auprès des jeunes, avec un programme donc, qui est le programme ici de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune. Qu'est-ce qui est fait? Eh bien, avec ce programme, il y a des descentes qui sont faites au cœur même des universités pour sensibiliser les jeunes à l'esprit d'entreprise. Ça, c'est un volet. Mais il y a aussi un travail de fond qui est fait au niveau rural. Là-bas, on va chercher les jeunes dans les villages pour pouvoir les inciter à l'esprit d'entreprise. Eh bien, ceci, c'est le volet qui est le volet concernant les primo-accédants à l'entrepreneuriat. Mais il y a un deuxième volet qui est maintenant le volet de ces jeunes qui ont des projets. Alors, le ministère des petites et moyennes entreprises a appuyé un programme à l'agence qui est le programme de fonds de prototypage. Qu'est-ce qui est fait? Alors, les jeunes viennent avec des programmes innovants, des projets innovants, eh bien, passent un concours, on va le dire, et les meilleurs se voient attribuer des financements pour la réalisation de leur prototype. L'apport n'est pas simplement financier, c'est un apport au niveau de l'écosystème, un apport au niveau de l'environnement. À part ça maintenant, l'arrivée de Covid a changé beaucoup de choses. C'est l'orientation sociale des projets. Ça veut dire que, eh bien, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont monté des projets en réponse à ce phénomène. Avant, les jeunes étaient plutôt des jeunes qui proposaient des projets et on voit une tendance aujourd'hui forte, très intéressante. Les jeunes aujourd'hui, par rapport à l'avènement du Covid ici, les jeunes sont passés de offreurs de solutions à solutions. Ils sont vraiment devenus des solution providers en réponse aux questions de l'environnement. Donc, l'idée, en fait, des jeunes ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont plus orientés pour l'enrichissement personnel, ils sont vraiment orientés pour apporter leur contribution à l'effort national. Alors, c'est là où on voit intégrer le numérique qui est très présent dans ces projets-là. Et surtout, une fois qu'on accompagne ces jeunes, ça veut dire qu'on accompagne des jeunes qui font une base sociale. Il y a un mot fort qui est au Cameroun aujourd'hui, qui est le mot de vivre ensemble. L'idée, c'est que ces jeunes-là soient des acteurs de vivre ensemble. Donc, l'entrepreneuriat intervient ici là, au niveau du volet technique, mais aussi au niveau du volet social. Donc, voilà. Thank you very much, Mr. Mondo. Very well put. I thank you very much for giving us these very clear ideas. Now, we will go to the next speaker that had some connectivity problems. We are very happy that he is now with us, Mr. Mourad Gouiet, who's the president de la CPM de la Ville de Dakar. So, Mr. Gouiet, you are welcome. We are very happy that you are with us. So please take the floor. And your camera is off.
Very good. Many thanks. Thank you. Thank you. Thank you, dear Alex. My It's a pleasure. pleasure meeting you, Alex. Pleasure is mine. Yeah, fine. Great Excellency, Ambassadeur Taus, dear panelists, bonjour tout le monde. Il y avait effectivement un petit problème technique. Je me réjouis d'être avec vous pour le lancement de ce cours-là, en tant que secrétaire général de la ville de Dakar et président de la CEPEM. La CEPEM qui est la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise de la ville de Dakar. Alors, je vais partager mon écran pour permettre de suivre un tout petit peu ce que nous allons proposer ce matin. Voilà, donc effectivement, la problématique dont nous discutons aujourd'hui est au cœur des actions de la ville de Dakar. Dans les présentations précédentes avec nos amis du Cameroun et notre cher Madani du Mali, nous avons parlé de stratégie nationale. Et là, nous allons avoir l'occasion de parler d'initiatives entrepreneuriales, mais au niveau local, principalement au niveau donc d'une ville. Et cette stratégie est en ligne avec la stratégie nationale pour la promotion de l'entrepreneuriat au niveau du Sénégal. Donc, la stratégie définie par l'État du Sénégal qui est aujourd'hui exécutée par différents ministères. Dans le contexte, je dois dire que nous avons une expérience un peu similaire à ce qui a été présenté. Tout à l'heure, notre collègue du Cameroun disait qu'il y avait une multitude d'interventions dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes. Donc, c'est une compétence qui est partagée par différents ministères, le ministère de l'Emploi, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Formation professionnelle, le ministère du Commerce, entre autres. Et cette réalité est également la même au niveau du Sénégal. Mais en ce qui concerne notre collectivité locale, qui est Dakar, nous avons dans notre stratégie locale de développement économique et de promotion de l'employabilité des jeunes, nous avons mis en place ce qu'on appelle la couveuse d'entreprise de la ville de Dakar, qui est la CEPEM. Alors, en réalité, la CEPEM, c'est une plateforme d'initiative locale dédiée à la création d'entreprises. Elle a été créée par la ville de Dakar en partenariat avec la ville de Marseille, la ville de Montréal et le soutien de l'Association internationale des maires francophones et de l'appui technique de la couveuse interface Marseille Métropole et Initiative Marseille Métropole. Alors, je fais un clin d'œil à mon ami Adjara Diouf de l'OIF pour dire que nous sommes effectivement donc dans l'encadrement de la francophonie parce que la couveuse a été mise en place avec le soutien de l'AIMF qui est l'Association internationale des maires francophones. Et nous regardons à travailler sur des programmes avec d'autres composantes de l'AIMF et c'est ainsi que notre rapport a été fait avec la ville de Marseille et la ville de Montréal. Pour revenir un peu dans la contextualisation des activités, nous avons cherché effectivement d'abord à contextualiser l'entrepreneuriat. Nous sommes partis, comme ça a été fait au Cameroun, au niveau local, d'une étude qui nous a permis de voir quel était le problème dans la création d'entreprises. Beaucoup d'expériences ont eu lieu au Sénégal, notamment avec les jeunes maîtrisards à l'époque, dans les années 90, et ensuite dans les années 2000 avec des agences qui ont été mises en place, qui finançaient les jeunes pour la création d'entreprises, mais il y avait beaucoup d'échecs. En réalité, notre étude nous a permis de voir que plus de 65% des entreprises mouraient dans les 3 premières années. Et ça, c'était effarant. Donc, il y avait du financement, il y avait de la mise à disposition de méthodes ou de systèmes d'accompagnement, mais les entreprises n'arrivaient pas à décoller. Et donc, au niveau de la ville de Dakar, nous avons fait notre étude sur place pour cerner vraiment quel était le problème. En réalité, le problème, c'était un problème d'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans la création et dans la préparation de leur entreprise. En fait, l'accompagnement, c'était déjà en partant depuis l'idée de projet jusqu'à la concrétisation de cette idée de projet et ensuite mise à l'échelle par la création d'entreprises. Et nous avons également vu dans la contextualisation avec nos expériences de benchmarking à Marseille, entre autres, nous avons vu les modèles qui existaient et nous avons cherché à les tropicaliser au Sénégal
Et c'est ainsi que nous avons mis cette plateforme qui est la CPM. Donc, la CPM, c'est simplement un outil d'accompagnement qui se positionne en amont dans la création d'entreprises. Nous n'avons pas attendu que les jeunes aient des idées ou aient des projets, mais nous les prenons en charge dès qu'il y a l'idéation donc de projets et nous les accompagnons par un système pédagogique de formation et de préparation à l'entrepreneuriat et un système technique donc de création d'entreprises avec des personnes qu'il faut. Les services qui sont offerts au niveau de la CPM, c'est principalement un portefeuille de services. C'est d'abord un suivi individualisé. L'étude nous a permis de voir effectivement que les entrepreneurs étaient financés, mais il n'y avait pas d'accompagnement réel. J'aime bien l'expérience du Cameroun avec ce qui a été mis en place au niveau ministériel et au niveau de l'agence des PME. Et c'est également la même chose au niveau du Sénégal par l'agence de développement des PME, la des PME au Sénégal, et l'agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Donc, nous, au niveau de la ville, nous avons vu que ce qu'il fallait d'abord, c'est préparer les jeunes à être des entrepreneurs avant de les accompagner par un financement. Donc, dans notre panoplie de services, le premier, c'est le suivi individualisé. Et nous mettons derrière les entrepreneurs une équipe de conseillers référentes et de conseillers qui les aident dans toutes leurs activités au niveau de la couveuse. En réalité, en plus de cet accompagnement, nous avons mis un programme de formation et ce programme permet de renforcer les capacités des entrepreneurs dans tous les secteurs de l'entrepreneuriat. Il s'agit des programmes de développement personnel d'abord, ensuite des programmes de marketing, de gestion financière, d'évaluation, de création d'entreprises par les méthodes fiscales et les méthodes financières, mais également des systèmes un tout petit peu qui leur permettent de lever des fonds et également la réalisation de leur business plan. On a également au niveau de la CPM un accompagnement qui est fait post-création, c'est-à-dire que les entrepreneurs, on les prend en charge pendant qu'ils ont l'idée, ils sont en couveuse et la couveuse c'est une période qui dure au moins 1 an pendant laquelle ils sont en couveuse avec un dispositif de coworking, des espaces où ils vont travailler, avec accompagnement d'une personne dans le business plan et dans la préparation. Mais à la fin, quand ils sortent la couveuse, on les suit pendant une période au moins d'1 an pour voir comment ils développent leur programme, comment ils peuvent aller déjà au moins de la phase de lancement à la phase de croissance comme si c'est nécessaire. L'espace coworking est un espace de travail qui leur permet tous les jours, ces jeunes entrepreneurs, de se rendre dans un local où tout est équipé, où ils peuvent travailler comme ils étaient dans leur bureau ou en réelle entreprise, en rencontrant des clients, en recevant du personnel, également en ayant les concepts et les conseils de leurs conseillers d'entreprise. Donc, c'est ce dispositif que nous avons mis en place qui est un dispositif assez important. Les activités au niveau de la CPM, et donc c'est des activités de renforcement de capacité, surtout pour le programme qui est lancé aujourd'hui. Nous avons tenu à ce que nos conseillères qui encadrent les jeunes puissent suivre ce programme-là, parce qu'au-delà des conseils, nous avons mis en place tout à l'heure, je y reviendrai avec l'École des entreprises du Québec, par le biais justement de la francophonie. Nous avons un programme de formation de ces formateurs-là, donc qui sont les conseillers d'entreprise. Nous renforçons leurs capacités. Nous avons un programme, comme je l'ai indiqué, détaillé pour la formation des entrepreneurs à l'essai. Nous les appelons des entrepreneurs à l'essai expressément parce que nous voulons qu'ils suivent un processus de formation pour être entrepreneurs. Nous n'avons pas voulu seulement dire que c'est des entrepreneurs d'emblée, parce que l'entrepreneuriat, effectivement, ça s'apprend. C'est pourquoi notre slogan, c'est apprendre à entreprendre. Donc, on les prépare et au début, on leur donne le titre d'entrepreneur à laisser au niveau de la couveuse. Et maintenant, ils cheminent jusqu'à la fin de leur programme. Alors, les activités comprennent également l'accompagnement, comme j'ai indiqué tout à l'heure, avec les conseillers financiers qui aident les entrepreneurs à aller du début à la fin de leur projet jusqu'au lancement par les études de marché et la mise en produit de leurs activités. Alors, nous avons signé également une convention pour chaque entrepreneur qui vient à la couveuse, la convention qui permet de suivre les méthodes, de suivre finalement le dispositif et d'y s'y contraindre de façon régulière. Parce que le taux de décrochage peut être assez élevé si les gens n'ont pas une certaine conviction, surtout la passion. Donc, les entrepreneurs que nous recevons, ils signent une convention pendant laquelle ils sont pendant 1 an au complet au niveau de la couveuse à suivre régulièrement les activités qui sont prévues, c'est-à-dire les formations, la préparation de leur business plan et également les activités de visite en entreprise que nous faisons pour leur permettre de faire des activités. Une des dernières activités, et non la moindre, c'est les webinaires qui sont organisés. Et je le disais tout à l'heure, pour ce séminaire, ce webinaire-ci, nous avons invité les entrepreneurs à s'inscrire sur ce cours en ligne et également à suivre d'autres webinaires que nous organisons pour leur permettre vraiment d'être au diapason de ce qu'ils doivent faire.
Alors, pour les perspectives, avant de compléter ce volet, je dois dire qu'au niveau de la plateforme de création d'entreprises de la ville de Dakar, qui est la CEPEM, nous faisons en amont la capturation des idées de projets pour les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire les jeunes Dakarois qui sont éligibles. Et je rappelle qu'ils accèdent à la couveuse par un appel à candidature qui est très sélectif. Et une fois qu'ils sont choisis, ils sont en couveuse et ils suivent le dispositif. Et quand ils sortent de la couveuse à la fin, ils ont un financement. Tout à l'heure, Monsieur Mondo expliquait un peu le modèle de financement. Donc, à la fin, quand ils sortent, ils ont un financement qui leur permet de lancer leurs entreprises. Nous appelons ça un fonds d'amorçage. Et ce fonds-là, nous l'avons avec la ville de Dakar, également grâce à l'intervention de nos partenaires techniques, notamment l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF. Alors là, pour les perspectives, ce que nous sommes en train de développer, c'est une école des entrepreneurs de Dakar qui serait en relation avec l'école des entrepreneurs du Québec. Et cela permettrait d'optimiser la réponse à la demande de formation. Donc, en couveuse, pour être plus concret, nous avons pour cette promotion 50 jeunes entrepreneurs, mais la demande est assez forte. Quand nous lançons l'appel à candidature, c'est plus de 1300 jeunes qui candidatent et nous ne pouvons pas tous les prendre en entreprise, nous ne pouvons pas tous les prendre en couveuse. Alors, nous allons, avec l'école des entrepreneurs, offrir des panoplies de formation aux jeunes, vraiment qui sont à la recherche de formation ou renforcer leur perspective d'employabilité. Alors ça, c'est une des perspectives. Cette école est déjà à l'étude et nous avons la convention signée avec l'EEQ de Montréal, avec l'appui de la ville de Montréal, pour mettre cette école à Dakar et permettre d'offrir un portefeuille de formation beaucoup plus large pour les jeunes. Également, ce que nous voulons, et ça c'est très important, c'est que nous sommes la première plateforme locale dédiée à la création d'entreprises. Donc, la ville de Dakar, en tant que collectivité territoriale, est la première à faire cette activité. Mais nous voulons que cette activité soit dupliquée. Donc, aujourd'hui, nous nous positionnons pour offrir à tous les maires la possibilité de prendre le modèle de la CEPEM pour l'implanter au niveau de leur ville ou au niveau de leur commune. Je rappelle qu'à Dakar, outre la ville principale, nous avons 19 communes d'arrondissement et qui sont des communes de plein exercice où ce modèle peut être appliqué pour permettre aux jeunes dans leur localité d'être appuyés pour la formation d'entrepreneuriat. Et le dernier point à ce niveau, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat social est une réponse à la demande d'employabilité. Nous sommes membres du réseau qui est le RACTES, qui est le réseau des acteurs pour l'économie sociale et solidaire. Et je salue la présence de notre ami Madani tout à l'heure, qui est le président du RAES au niveau africain. Et donc, nous intégrons ce réseau-là pour promouvoir l'entrepreneuriat social et donc qui est une composante à la réponse de tous ces acteurs. Alors, tout à l'heure, nous parlions dans les questions un tout petit peu de l'implication déjà de la ville pour permettre les entrepreneurs de répondre à la COVID. Et nous avons pour cela, une des premières réponses, c'est impliquer les jeunes entrepreneurs dans la commande publique. Au niveau de la ville de Dakar, nous avions lancé un marché qui a permis aux jeunes entrepreneurs qui étaient déjà au niveau de la CEPEM de fabriquer des masques certifiés pour pouvoir participer à la campagne 1 million de masques pour les Dakarois. Et donc, les entrepreneurs ont été aidés dans cette période de Covid à traverser ces moments par la commande publique qui est faite au niveau de la ville de Dakar. Et cette commande publique également va maintenant au-delà simplement des masques et touche ce qui est campagne de communication pour les jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine de la communication et du marketing, et va également dans la commande de petits matériels. Et simplement pour dire qu'aujourd'hui, la politique, c'est qu'en cette période difficile de Covid, il faut encourager les jeunes entrepreneurs par leur facilitation à accéder à la commande publique, qu'elle soit la commande nationale au niveau de l'État ou bien la commande locale au niveau des collectivités territoriales. Et enfin, pour finir sur cette question-là, comme vous avez dit, nous avons au niveau de Dakar un processus très participatif et inclusif dans ce que nous appelons les initiatives entrepreneuriales. Alors, nous avons la participation au niveau international, comme je l'ai indiqué. Dans le panoplie de partenaires, nous voyons qu'il y a l'AIMF, nous voyons qu'il y a la ville de Montréal, la ville également de Marseille, la francophonie et d'autres organisations internationales ou même des ONG. Mais le plus important dans ce processus participatif et inclusif, c'est que nous intégrons l'écosystème dakarois à ce que nous faisons. Aujourd'hui, les partenaires locaux de la couveuse d'entreprise, c'est la Chambre de commerce de Dakar, ainsi que les incubateurs ou les SAI qui existent au niveau de la plateforme de Dakar. Donc, tous les systèmes d'incubateurs, incluant le CETIC, Enablis, sont des incubateurs ou des SAI qui accompagnent la CEPEM. Et c'est comme ça que nous arrivons à être un leader dans l'écosystème entrepreneurial dakarois
pour promouvoir l'employabilité des jeunes et également offrir des perspectives de création d'entreprises aux jeunes. Alors, je m'en arrête là tout en vous remerciant de nous avoir encore invités à ce débat et nous vous assurons que nos jeunes entrepreneurs vont participer à ce cours-là. Et je voudrais également saluer encore une fois notre cher ami Dia Alex, à saluer Adjara Diouf avec qui nous avons le contact, le plaisir avec M. Mondo et son Excellence Mme Taous pour nous avoir impliqués. Et je rappelle également que Mme Aminata Samb, qui travaille avec nous sur la plateforme, donc devait participer avec nous. Et nous avons derrière nous toute l'équipe de la CPM, avec Mme Binta Diop-Sarr, Siré Fall, les conseillères et les entrepreneurs de la CPM qui sont déjà de cohorte. Merci de votre aimable attention. Merci, Chef Murat. It's always a pleasure to have you with us. Please give our regards and admiration to Her Excellency the Mayor, and also to our colleague Mohamed Diop, who is always in contact with us. So let me now go to the final part of the questions after Mr. Dieye has shared his presentation with us. If I may go to Madame Miriel Menanga, the case of Cameroon. Madame Menanga, we have an interesting question here related to minority groups, particularly women and rural communities. And we wanted to ask you this most excellent national entrepreneurship plan that you have presented. In what ways minority groups were reached? Can you tell us, can you give us some example for participants listening from very many countries on how do you reach out to rural communities and to female women groups? The floor is yours. Thank you. You are muted. OK. Merci pour la question. Évidemment, je pense que quand j'ai fait ma présentation, je vous ai dit l'intérêt pour le gouvernement en mettant en place cette politique publique, c'était davantage pour non seulement promouvoir l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes, ainsi que toutes les minorités, parce qu'on s'est rendu compte que ces jeunes et des femmes qui avaient des difficultés, des réelles difficultés à accéder à l'emploi salarié, il fallait faire un changement de paradigme pour les amener, bien évidemment, non plus à être des demandeurs d'emploi, mais à être de véritables créateurs d'emplois. Et pour cela, on a essayé de travailler sur tous les plans. Vous avez suivi tout à l'heure M. Mondo de l'agence de promotion des PME, au sein duquel, de laquelle il y a un certain nombre de programmes qui sont développés pour toucher les minorités, les jeunes et les moins jeunes, et même les seniors, parce que l'entrepreneuriat n'intéresse pas seulement les jeunes, les minorités dont vous parlez, et également les seniors. Et au sein de l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, il y a un certain nombre de programmes qui est développé pour adresser véritablement les problématiques liées à l'éclosion de ces minorités-là. Évidemment, dans le document de stratégie qui a été élaboré, il y a un pan très important qui a été mis en place, un pilier qui parle véritablement de la mise en réseau de ces acteurs, qui est le cinquième pilier qui concerne en fait la mise en réseau des acteurs. Comment est-ce que cette mise en réseau devrait s'effectuer de manière plus concrète? Évidemment, c'est tirer ces minorités qui n'ont pas les moyens nécessaires pour accéder ou pour créer de manière rapide et efficace les entreprises, bien qu'ayant des idées ingénieuses, c'est de les mettre en réseau avec ceux-là qui sont des pourvoyeurs de fonds. Et ces pourvoyeurs de fonds qui peuvent être des entreprises d'une certaine taille, qui peuvent être des ONG, qui peuvent être des corporations de PME, qui peuvent être des organisations patronales. Donc, c'est cette mise en réseau avec tous ces acteurs qui permet véritablement de pouvoir mettre en place des partenariats avec ces minorités pour leur permettre non seulement d'avoir des facilités pour les créations d'entreprises qu'ils veulent avoir, mais également même pour les accès au marché, la commande publique,
les accès au marché à l'international, les accès au marché pour tout ce qui concerne le développement des territoires, les collectivités territoriales décentralisées. Donc, au niveau de la politique publique qui a été élaborée, on a mis un accent particulier sur la promotion et l'insertion socio-économique des minorités qui concernent non seulement les jeunes, les femmes et tous les autres minorités qui se pourraient nommer et qu'on connaît tous. Donc voilà en fait ce qui a été fait au niveau de cette politique. Thank you very much, Madame Benanga. Those are indeed very practical advices. So last but not least, I will ask the last question to Mr. Kumare, but right after, we would like to take a picture of all of the speakers. So I'll make sure that you have your camera on. But first, the last question to Mr. Madani Kumare, the case of Mali, of course. You mentioned access to finance as very important for entrepreneurship. So we wanted to ask you, what is the situation on the ground in Mali when it comes to access to finance? If you can give us some comments, please. Merci beaucoup. En fait, le financement, le problème, c'est quoi? C'est que les PME, PMI, on va dire les jeunes entrepreneurs, sont pour le moment intéressés à être financés dans des conditions qui n'existent pas, parce que c'est le financement classique bancaire qui est sur place. Et dans cela, vous comprenez que les jeunes qui sont en démarrage, les porteurs d'initiatives, ne peuvent pas répondre aux exigences de ces banques classiques. C'est quoi ces exigences? C'est présenter un bilan certifié, c'est délivrer des garanties à hauteur de la demande, c'est aussi disposer des endroits propices pour l'exercice des activités. Donc, toutes choses qui ne sont pas à la portée actuelle. Thank you very much. That's the reality in the ground, and we recognize it, but that is even more the reason why we have to build capacity and to work in planning to bring resources, not only knowledge to all entrepreneurs, small and medium enterprises that want to strive. So let me now invite all of the speakers to join us in a picture that we will publish on our website and on social media. So you count down, Julia, from 3 to 0. Thank you so very much, dear Alex. If you could just ask Madame Adjara your camera. Thank you so very much. And you as well. You need to mute, Mr. So, we will be going in 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Thank you so very much for the picture. Very good. So now we have an official picture that we will be very pleased to circulate on social media and also to put on our websites. With this, we have concluded this most interesting panel, but I would like now to give the floor to Her Excellency Ambassador Taos Ferruchi to give us some concluding remarks on the importance of entrepreneurship in Africa, particularly. She is an expert on the multilateral diplomacy and on governmental affairs. So it will be a pleasure to hear some short concluding remarks from Ambassador Ferruchi. You have the floor, Ambassador Ferruchi. You are muted. Your microphone. You are muted. Yes, perfect. Perfect. Now it's okay. It's okay. Alors, non, je voudrais d'abord vraiment féliciter les initiateurs de cette initiative parce qu'elle est très utile, très sincèrement. Féliciter également les intervenants parce qu'ils ne sont pas venus pour nous faire de la théorie, ils parlent de choses pratiques. Et ça compte parce que c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est en tirant des leçons de ce qu'on a vu sur le terrain qu'on peut effectivement avancer. Mais les institutions de l'ONU, et notamment cet outil qui vient d'être mis en place,
permet justement, à la lumière des mutations en cours, de très grandes mutations en cours, n'est-ce pas? Surtout par rapport à toutes les questions liées à l'environnement, donc à la question de la durabilité des initiatives, mais aussi de l'apprentissage. Je crois qu'on a là un outil très utile pour réellement moderniser les façons d'entreprendre, notamment en direction des jeunes. Vous avez vu le chiffre effarant de 1,2 milliard de jeunes au chômage dans le monde. C'est quand même énorme. Et notamment pour l'Afrique, qui, comme vous le savez, a la population la plus jeune dans le monde. Donc c'est quand même notre avenir qui est en jeu. Je pense que là, j'ai entendu en tout cas un intérêt très évident de s'intéresser à cet outil comme devant permettre justement d'avancer davantage dans le renforcement des capacités. Et Dieu sait que l'Afrique en a besoin, vu son potentiel de jeunes. Les jeunes ne demandent qu'à ça, qu'à renforcer leur capacité d'entreprendre, d'aller de l'avant, de participer à la construction de ce continent très prometteur, plein de ressources. Donc, je voudrais sincèrement saisir l'occasion encore une fois pour remercier les initiateurs de cette initiative et de tous ceux qui sont derrière cet outil pédagogique. N'oublions pas qu'il est destiné aux jeunes, mais qu'il n'oublie pas et qu'il ne met pas de côté aussi les adultes. Donc, c'est excellent, c'est global, inclusif, comme cela a été dit dans les différentes interventions que j'ai eu l'occasion d'écouter. Je suis sûre que ce sera certainement un outil utile et nous en prendrons date, puisqu'il est question aussi de l'évaluer par la suite. Alors, je compte sur l'UNITAR et la CNUSED pour continuer d'accompagner justement cette expérience, mais aussi sur les praticiens sur le terrain pour un feedback réel par rapport à l'apprentissage et par rapport à comment dire, à l'appartenance, parce que c'est ça aussi. Il faudra par la suite se réapproprier ou s'approprier, voilà, par rapport à l'appropriation de cet outil pédagogique. Je suis sûre qu'on aura par la suite des interactivités très intéressantes. En tout cas, bon courage et bonne chance à tous. Merci. Thank you to all of you. Thank you, Excellency, for those very good closing remarks. We are always thankful with all of you for joining us. On behalf of UNITAR and UNTAD, we wish you a good day. Thank you to all the participants as well. This meeting is adjourned. Thank you. Bye-bye. Bye.